Messieurs, installez-vous. Bienvenue. Alors, commençons. De gauche à droite, Laurent Auffray. Vous êtes responsable de département à l'AFNOR. AFNOR Certification, absolument. Bonjour. Ah oui, j'ai eu peur, vous me disiez, je ne suis pas Laurent Auffray. Si, vous êtes bien Laurent Auffray. Si. Responsable de département à l'AFNOR Certification, association française de normalisation, organisme officiel en charge des normes en France, placé sous la tutelle du ministère de l'Industrie. Alors, l'AFNOR Certification, ça c'est vous, met en œuvre une certification des services pour les EHPAD et services à domicile depuis une vingtaine d'années. Absolument. Et c'est une démarche volontaire. Bien, à côté de vous, Didier Sapie, directeur général de la FNACPA, Fédération nationale Avenir et qualité de vie des personnes âgées. Christian Saou, vous êtes président de la commission sociale et médico-sociale à la Haute Autorité de Santé. Et puis Éric Egazier, directeur général de Domusvie. Alors, Christian Saou, on va commencer avec vous. Le nouveau référentiel et les nouvelles procédures d'évaluation après une longue période de travaux et de concertation arrivent. C'est une avancée que le secteur attendait de longue date. Alors d'abord, soyons bien clairs, est-ce qu'on peut dire un mot des méthodes d'évaluation qui ont évolué ? Oui, c'est une donnée tout à fait nouvelle, en tout cas c'est une donnée prévue par la loi, c'est une donnée qui simplifie l'évaluation puisqu'il n'y en a plus qu'une qui est l'évaluation externe, qui est obligatoire, et elle repose sur un certain nombre de critères et aussi sur un certain nombre d'outils. Elle est d'abord centrée sur la personne, c'est très très important, et ensuite elle repose sur le fait qu'on ait à la fois une audition de la personne concernée, mais aussi des systèmes d'accompagnés traceurs. C'est un mécanisme assez complexe, assez élaboré, et qui est aussi très universel, puisqu'il s'applique à l'ensemble du secteur. On a parlé depuis ce matin essentiellement du grand âge, c'est l'objet du congrès, mais ça concerne aussi le secteur de l'enfance en danger, ça concerne aussi le secteur de l'enfance protégée, ça concerne aussi les établissements du handicap, et ça concerne aussi tout ce qu'on appelle le secteur social au sens de l'accompagnement social. Donc c'est un mécanisme universel très large et qui est le même pour l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Mais qui est censé être plus simple pour les établissements. Exact de la qualité, ça reste toujours une affaire quand même complexe. Ah bon, ce ne sera pas plus simple? D'abord parce que tout dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on veut parler de l'évaluation de la qualité au travers du mécanisme qui a été donné à l'HAS, ou est-ce qu'on veut parler des indicateurs de qualité dont on parle depuis le début? Et ça, évidemment que le résultat de l'évaluation opérée par les organismes habilités par le COFRAC et par la HAS va donner des résultats. Ça sera un indicateur de la qualité, mais ça ne sera pas toute la qualité, vous le savez très bien les uns et les autres. On a parlé tout à l'heure des 500 pages de contraintes réglementaires. Il y a là-dedans aussi des indicateurs de qualité. On sait très bien que dans une chambre d'EHPAD, la taille joue sur la qualité, ça peut constituer un indicateur de qualité. Il y a aussi des recommandations de bonnes pratiques qui existent, il y a aussi des certifications privées, on vient d'en parler, à l'initiative des établissements qui existent. Donc tout ça produit des indicateurs de qualité. De quoi parle-t-on? D'un seul indicateur de qualité ou d'un ensemble d'indicateurs sur lequel les différents opérateurs du secteur, le privé non lucratif, se mettent d'accord pour dire c'est ça que nous voulons comme image, comme reflet de la qualité. Donc ça, c'est une question qui est très très importante à débattre c'est un choix qui doit être fait à un moment donné, à partir aussi probablement d'une approche de ce que c'est que la qualité. Or, la difficulté dans le secteur social et médico-social par rapport au secteur sanitaire, c'est que la qualité a un ressenti très très fort. C'est différent de la qualité dans le domaine du soin. Vous savez, quand vous avez 10 millilitres à mettre dans une seringue, c'est 10 millilitres et pas 12 et pas 8. Donc là, c'est assez facile de mesurer les choses. Ici, on est avec des outils qui sont ceux des sciences sociales, ceux des sciences humaines. C'est beaucoup moins évident de coter un indicateur de qualité dans ces domaines-là. Il y a la qualité ressentie par la personne, et la même personne au même endroit, comme on l'a répété et dit depuis ce matin, n'a pas forcément les mêmes attentes. Vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous avez plutôt envie d'être porté,
d'être cocooné. Puis quelqu'un d'autre aura plutôt envie de faire ses choix lui-même, de décider pour lui, de faire ceci ou de faire cela. Et la qualité ressentie ne sera pas forcément la même. Donc c'est une ambition complexe, avec des propositions d'indicateurs qui vont venir de différentes sources probablement, et sur lesquelles il faudra se mettre d'accord si on veut savoir de quoi on parle à un moment donné ou à un autre. Alors, évaluations qui seront rendues publiques, mais pour l'instant, on ne sait ni où ni comment. Alors, rendu public, celles de la HAS en tout cas, seront restituées à la HAS, puisque c'est un élément important pour elle, pour évaluer les évaluateurs, pour se rendre compte de comment cette évaluation fonctionne, comment elle progresse, comment elle avance, comment on l'améliore. Elle a besoin d'avoir les retours. Donc ça, c'est certain que la HAS disposera des évaluations qui seront opérées par les opérateurs de l'évaluation. Pour l'instant, nous n'avons pas de texte qui nous dit si ces évaluations seront rendues publiques. Tout à l'heure, vous avez évoqué cette dimension nouvelle de la démocratie qui est celle de la transparence, qui touche aussi bien les organismes publics que les organismes privés. Là, rien n'est encore dit à ce stade, à l'heure où on parle, sur le fait de savoir si ces évaluations figureront sur un site public du ministère. Enfin, c'est l'idée quand même. Comment ? C'est l'idée de départ de les rendre publiques, les évaluations. Non, pardonnez-moi, mais il y a un retour de son qui est assez difficile. Non, je disais qu'à la base, c'est quand même l'idée de les rendre publics. Ah ben, je ne sais pas si c'est l'idée. Moi, je ne suis pas législateur, je ne suis pas membre du gouvernement, je suis président d'une commission, d'une autorité indépendante. Donc, on a rendu notre copie en disant que, voilà, la difficulté, c'est que nous ne pouvons pas mettre sur le site de la HAS quelque chose qui ne relève pas de nous. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas rendre public sur le site de la HAS, sauf si la loi le disait. Pour l'instant, elle ne l'a pas dit, les résultats de ces évaluations. Donc c'est comme ça, c'est l'état du droit actuel. Donc il faut choisir, soit c'est le site de la NSA qui recense l'ensemble des évaluations, soit c'est un modèle co-construit par l'ensemble des opérateurs, soit c'est aussi la liberté qui peut jouer. Chaque établissement a aussi la liberté de rendre public un certain nombre d'évaluations obligatoire ou qu'il concourt lui-même à organiser. Mais ça veut dire, pardon, que vous ne savez pas aujourd'hui quels seront précisément le rôle et la place de la HAS suite à la publication du référentiel. Mais il n'y a pas il n'y a pas de rôle de censure de la HAS, elle n'a pas de pouvoir de sanction après une évaluation. Ça n'est pas son rôle. Donc il faut déterminer, vous savez, tout ça n'est pas la même chose. Il y a le contrôle, il y a l'évaluation, il y a la certification, voilà, ce sont des dimensions très très différentes, et la HAS ne peut pas faire ce que la loi ne lui demande pas de faire. Bien. Et j'étais clair. Oui, je crois. Enfin, on va y revenir. Non, mais... On va y revenir. Je vous le dis parce qu'on accuse parfois la HAS d'être muette, mais constitutionnellement, on ne lui a pas donné la parole, donc elle fera ce qu'on lui demande de faire. Alors, vous avez parlé de certification. Justement, Laurent Auffray, puisque vous êtes responsable de département à l'AFNOR Certification, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce nouveau dispositif ? Nous, on jette un œil, surtout par rapport au dispositif qui existait précédemment. On trouve quand même qu'il est allé vers beaucoup de choses plus positives pour renforcer notamment la compétence et permettre d'avoir des évaluations qui sont plus homogènes, quel que soit l'intervenant dans un établissement. Il a été créé, il a été décidé de faire recours au COFRAC. Le COFRAC, c'est le Comité français d'accréditation, c'est-à-dire que tous les organismes qui vont demain vouloir être des évaluateurs vont d'abord devoir passer une accréditation. C'est un petit peu, pour prendre une image, le certifié qui se fait certifier. Donc vous, par exemple, vous allez candidater pour être évaluateur ? Tout à fait. On est en train de travailler sur la constitution du dossier, puisque c'est très récent, les textes sont ressortis de manière très récente, là, fin mai. Donc on travaille sur le sujet. Et nous-mêmes, on va avoir énormément de contraintes qui vont nous être fixées par rapport au niveau d'encadrement, de formation des professionnels qui vont intervenir. Et puisque nous, on salue quand même dans le dispositif qui a été créé, et il y avait une remarque quand même sur le précédent dispositif qui était un axe de progrès qui avait été quand même souligné, c'était qu'il y avait une grande disparité dans les rapports qui étaient rendus, parce qu'ils n'étaient pas vraiment cadrés, et voilà. Et puis, la compétence des intervenants avait été insuffisamment cadrée aussi. Donc, ça donnait vraiment une disparité d'intervention et donc de restitution d'évaluation trop importante. Donc,
nous jugeons quand même positivement toutes les mesures d'encadrement qui ont été proposées par l'HAS et qui sont en train d'être mises en œuvre avec l'aide du COFRAC, qui a l'habitude, si vous voulez, de travailler sur l'harmonisation de tous les organismes qui viennent faire de la certification ou de l'évaluation ou de tout type de contrôle. Voilà. Et il y a 18 critères impératifs, hein, c'est bien ça qui constitue le socle de base? Alors, oui, c'est ça, monsieur Saou? Oui, il y a des critères qui sont hiérarchisés, il y a un certain nombre de critères impératifs qu'il faut absolument répondre, il y a des critères additionnels sur lesquels il y a des relativités, des pondérations, etc. Donc, monsieur Offray, est-ce que ces critères vous semblent les bons, pertinents? Alors, nous, de toute façon, on n'est vraiment pas là pour juger, je dirais, du travail réalisé par l'HAS, qui a été fait avec des professionnels non, enfin, vous avez un avis du secteur. Comme je l'ai dit, on regarde ça plutôt d'un œil positif par rapport à ce qui existait précédemment. Voilà. Le principe d'avoir fait également une plateforme Sinae qui va pouvoir mettre à disposition l'ensemble de ces critères, de ce référentiel contenus dans un référentiel et permettre à tout le monde de faire des auto-évaluations sur la base des mêmes outils, c'est également quelque chose qui est très positif. Oui. Maintenant, juger sur le fond, je pense que c'est plutôt les professionnels du secteur et à la limite les gens qui sont dans la salle qui sont compétents plus qu'AFNOR Certification. Donc, vous disiez que vous seriez candidat pour faire partie des évaluateurs, donc dans ce cas-là, vous vous rendez dans les établissements? Tout à fait. Une fois qu'on va avoir notre procédure... Qui vous auront choisi? Pardon? Oui, qui vous auront choisi? Absolument, oui. Pour évaluer la mise en place de ces critères, comment ça se passera? Sur combien de jours? Combien de personnes? Alors, là aussi, c'est encadré pour l'instant. C'est minimum une équipe de 2 personnes. Il y a une complémentarité de compétences qui est intéressante en termes d'exigence. Dans l'équipe, il y aura au moins de ces 2 personnes, il y aura au moins une personne qui a une expérience significative démontrée de la connaissance du médico-social. Et puis aussi, l'équipe devra avoir des qualités et démontrer des compétences dans le savoir-être et les techniques d'évaluation. Voilà. Donc on est sur une équipe obligatoire de 2 personnes dans un établissement et une durée minimum de 4 jours, c'est-à-dire 2 fois 2 jours. Enfin, 2 personnes, 2 jours. Voilà, 4 jours hommes au total. On peut dire un mot, monsieur Saou, puisque Laurent Offray vient d'y faire allusion, de la plateforme Sinae, qui est accessible sur le site de la HAS et qui permet des autotests. Oui, dans le livrable, enfin dans les livrables de la HAS, puisqu'il y a plusieurs livrables, il y a notamment le référentiel, le guide méthodologique, il y a aussi cette plateforme Sinae où les opérateurs doivent s'enregistrer et où on peut le faire dès aujourd'hui. Quand on est un établissement, on peut dès aujourd'hui s'inscrire sur Sinae pour pratiquer soi-même sa propre auto-évaluation à partir du référentiel qui a été produit par les experts de la HAS. Alors, Didier Sapie, je rappelle que vous êtes directeur général de la Fédération nationale Avenir et Qualité de Vie des personnes âgées. Est-ce qu'on vous a consulté, vous, avant de modifier le dispositif? Oui et non. Ah. Pas clair, hein? Non, des professionnels de terrain ont travaillé sur le référentiel. Nous, en tant que fédération, alors on est, avec le CINERPA et d'autres, dans le comité de concertation médico-sociale, mais qui n'est pas vraiment une instance de concertation à proprement parler sur le contenu du référentiel, comme sur le contenu des références de bonnes pratiques. Voilà. Pour autant, on avait un petit peu peur du référentiel au départ et du fait que ce soit la HAS. C'est vrai qu'on avait un petit peu peur du côté sanitaire. On avait peur que nos spécificités médico-sociales ne soient pas suffisamment prises en compte et on avait peur que le référentiel ne soit pas assez centré sur la personne, justement. Et de ce point de vue-là, la HAS a fait le travail qu'on lui a demandé, comme a dit M. Saout, et elle l'a plutôt bien fait. Ça, je dois dire qu'elle l'a plutôt bien fait. Le référentiel, il est de bonne facture, il intègre bien nos cultures médico-sociales, il s'inspire bien des référentiels de bonne pratique, des références de bonne pratique qu'on pouvait utiliser, qu'on continue d'utiliser dans le secteur. Ça veut dire qu'il est utilisable par vos adhérents? Oui, absolument. Il est utilisable par nos adhérents. Et moi, je pense qu'il y a encore plusieurs évaluations. Il y a d'ailleurs des textes qui disent encore les évaluations et pas seulement l'évaluation. Il y en a une seule qui est obligatoire, qui est l'évaluation, c'est le rapport d'évaluation externe, fait par un organisme externe comme l'AFNOR. Ça, c'est la seule obligation maintenant par rapport à ce qu'il y avait avant, avec une obligation de rapport d'évaluation interne tous les 5 ans et d'externe tous les 7 ans. Pour autant, même si on n'a plus qu'une seule obligation qui est l'évaluation externe tous les 5 ans, je pense qu'il faut continuer de faire de l'évaluation interne avec le référentiel. Et donc il y a toujours plusieurs évaluations, et il y a toujours de l'évaluation interne, et une démarche
continue d'amélioration de la qualité sur la base du référentiel, qui est un outil qui est tout à fait utilisable pour ça. Et moi, j'encourage tous mes adhérents et ceux du CINERPA à continuer chaque année de faire, dans le cadre de leur rapport aux autorités, une petite partie sur la qualité et sur l'utilisation du référentiel et leur démarche qualité, comme je le conseille sur le développement durable, comme je le conseille sur d'autres choses, et de continuer de faire un rapport qualité aux autorités tous les ans, dans le cadre du rapport d'activité qui est fait avec ce qu'on appelle les ERRD, ils me comprendront. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un vilain mot. Donc j'ai l'impression à vous entendre que c'est oui mais. Alors le oui mais c'est pas sur le référentiel, le oui mais c'est pas sur la chaise, le oui mais c'est sur l'utilisation qui va en être faite. Parce qu'on mélange tout. Dans le flot de démagogie et d'incompétence dont on nous a abreuvé à la suite du traumatisme émotionnel Orpea. On a dit tout et n'importe quoi. Alors, démagogie et incompétence de la part de qui? De la part d'un certain nombre d'autorités nationales, régionales, beaucoup d'autorités. Donc les pouvoirs publics. De la part de politiques, de la part de candidats à des élections, on a entendu absolument n'importe quoi. Sur le référentiel, on a commencé à entendre n'importe quoi. Le référentiel, ça fait 4 ans qu'on bosse sur le référentiel. Ça fait 4 ans que le processus, il est lancé. Et tout d'un coup, on nous explique que c'est suite à l'affaire Orpea qu'on va sortir un référentiel qualité. Quand on parle de la publication des résultats, le référentiel, c'est un outil qui est très professionnel, qui est compliqué, qui est complexe à appréhender, qui se base sur un certain nombre de textes, qui se base sur alors le résident accompagné, l'accompagnateur traceur, enfin toutes ces notions-là que vous apprendrez, je vous encourage à lire attentivement, c'est le manuel d'utilisation. Le manuel d'utilisation est très très bien fait et il est très utile. Et tout le monde, y compris les politiques, devrait lire le manuel d'utilisation. Mais quand j'entends la publication des résultats, quand j'attends la publication des indicateurs, et que n'a-t-on pas entendu sur les indicateurs? On entend tout et n'importe quoi sur les indicateurs qui devraient être publiés. Moi, je suis pour la transparence. Le rapport d'évaluation externe ou interne, qui soit présenté au Conseil de la vie sociale, qui soit publié sur le site internet de l'établissement, sur le site internet de l'ARS, dans la presse, j'ai pas de problème avec ça. Mais il faut faire de la pédagogie et non pas de la démagogie. Parce que si c'est pour transformer le référentiel en outil de contrôle, comme peuvent le faire certaines ARS, comme a pu le laisser entendre la ministre sortante, bon, elle est maintenant à la santé, donc elle n'est pas très très éloignée, donc on fait attention à ce qu'on dit encore, hein. Mais elle a quand même dit beaucoup de bêtises avant de partir. Y compris sur cette question de la publication des résultats. Quand je parle de démagogie, les indicateurs, il y en a que j'ai adoré. Vous avez dû vachement aimer aussi, vous savez, sur la restauration et le coût alimentaire journalier. Mais c'est absolument hallucinant. Quand vous dites aux Français, le coût alimentaire journalier en EHPAD, il est de moins de 5 € par jour et par résident, évidemment, la presse, les Français nous disent, mais on affame les résidents en EHPAD. Sauf que quand vous allez au restaurant manger votre plat du jour, le coût alimentaire de votre plat du jour, il n'est pas beaucoup plus élevé. Il est à peine plus élevé. Et on ne parle pas évidemment tout à fait de la même chose. Le coût alimentaire dans votre plat du jour, c'est 20 à 30%. Est-ce que vous savez quel est le coût alimentaire d'un hamburger chez McDo? Vous savez? Non, ils ne savent pas. 10 centimes. À 5 € par jour, je leur file 50 McDo tous les jours. Ah, j'aurais plus de dénutrition. Non, j'aurais de l'obésité, d'accord, mais j'aurais plus de dénutrition. C'est de la démagogie d'expliquer qu'on va publier des indicateurs de ce type-là sans les expliquer. Avec le référentiel, c'est la même chose. On nous fait confondre le contrôle et l'évaluation. L'évaluation, c'est une démarche continue de qualité. On a cette culture-là depuis 20 ans dans le secteur. On a fait, avec le CINERPA et la FNACPA, ensemble, il y a plus de 20 ans, le premier référentiel dans le secteur. Puis au bout de quelques années, on nous a dit qu'il ne faut plus faire de référentiel. C'est pas ça qu'il faut faire. Dans le médico-social, il faut faire autre chose. Il faut faire de l'évaluation. Et puis, donc on a arrêté le référentiel. En gros, pardon, vous voudriez que l'État soit porteur d'une vision, d'une doctrine, plutôt que de surfer sur une vague émotionnelle? Absolument. L'État n'a pas de doctrine. Il mélange les choses. Il est plus compétent. Les gens qui parlent et qui sont des représentants de l'État
sont dénués de compétences sur le sujet de la qualité dans les établissements. Et du coup, ils disent n'importe quoi, ils mélangent le contrôle et l'évaluation. Aujourd'hui, on a encore réglementairement des choses qui ne sont pas normales et qui sont à clarifier. Vous parliez de simplification tout à l'heure. On a encore le lien entre l'évaluation et l'autorisation. Ça n'a pas été cassé. La HAS elle-même voudrait que ce soit cassé, même si je ne sais pas si M. Saoud pourrait le dire. Mais la HAS elle-même dit que ce lien n'a pas de sens. Aujourd'hui, l'État a plein d'autres outils de recomposition de l'offre et plein d'autres outils de contrôle. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas qu'on est contre la transparence ou qu'on est contre le contrôle. Ça veut dire simplement que la démarche évaluative, ce n'est pas une démarche de contrôle et qu'il faut l'expliquer. Et donc si on publie, il faut expliquer. Bien. Donc c'est vraiment un oui, mais... avant que je ne donne la parole à Éric Hegazier, non, Christian Saoud, une réaction sur tout ce que vous venez d'entendre? Non, mais monsieur a parfaitement raison. Si ça n'est pas expliqué, on va aboutir à peu près au résultat des palmarès des hôpitaux dans l'Express, Le Point et les autres. Ça, je ne suis pas sûr que les Français utilisent ça pour choisir leurs établissements de soins. Donc voilà, il faut expliquer. Alors nous l'avons fait nous-mêmes cet effort-là dans le domaine du soin avec une plateforme de la HAS qui s'appelait Scope Santé. C'était déjà très difficile sur des indicateurs extrêmement objectifs et extrêmement quantitatifs. Là, comme on vient de le voir depuis ce matin, on est quand même sur des indicateurs sociaux, de sciences humaines. Les comparaisons sont parfois difficiles à faire. Vous n'allez pas comparer une colocation avec un séjour en EHPAD classique. Voilà. Donc, si c'est ça qu'on a en tête dans l'idée d'améliorer la comparabilité entre les différents termes de l'offre de manière à ce que les Français choisissent, il faut évidemment faire assaut d'une pédagogie extrêmement importante pour que tout ne soit pas confondu, mélangé, même parce qu'il faut bien que nos concitoyens qui vont aller regarder des résultats, des indicateurs de qualité comprennent ceux qui viennent du contrôle, ceux qui viennent de l'évaluation continue de la qualité, ceux qui viennent d'une certification, ceux qui viennent aussi de l'analyse de la satisfaction ou de l'analyse de l'expérience client, comme on l'appelle aujourd'hui. Tout ça est tout à fait possible. Il peut y avoir sur la table demain 40, 50, 100 indicateurs. Si chacun n'a pas compris quelle est la source de ces indicateurs et comment ils se jouent les uns les autres par rapport à une tendance moyenne observée sur ceci ou cela, on n'aura pas beaucoup fait avancer les choses. Donc voilà, ça c'est extrêmement important à voir. Sur la question du lien entre certification et évaluation, c'est vrai que nous considérons à la HAS de manière assez logique que si on dit qu'une certification vaut 50% d'une évaluation, on est en train aujourd'hui de détruire le mécanisme de l'évaluation qu'on a voulu mettre en place. Donc il faut trouver un régime de coexistence, de cohabitation de ces deux éléments qui soit certes non dénué de tout lien, parce qu'il va sûrement y en avoir un, mais qui ne soit pas péjoratif ni pour l'un ni pour l'autre. Bien. Alors, Éric Hegazier, directeur général d'Omusvie, votre avis pour commencer sur ce nouveau dispositif d'évaluation? Alors déjà, je préciserai que c'est une demande du CINERPA historique que Domusvie a toujours soutenue. Donc je ne vais pas dire le contraire maintenant. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est d'une part qu'il est commun à toutes les activités, commun à tous les statuts. D'accord ? Le système d'évaluation qui sera déposé sur la plateforme SINAE permettra d'avoir des rapports uniformes, quel que soit le statut et l'activité, c'est-à-dire comparables. D'accord ? Alors que si chaque opérateur fait son rapport, bah, évidemment, ça sera incomparable. Et donc c'est pour ça que moi, en tout cas, je milite pour qu'il soit rendu public, d'accord, sous une forme digeste, accompagnée, comme dans tous les pays, en Irlande, des pays où on est présent, nous, bah, y a le rapport et qui est rendu public. Qui plus est, on est passé de 7 ans à 5 ans, ce qui rend crédible, parce qu'en 7 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Un rapport qui date de 3, 4 ans, 5 ans, ça reste encore crédible. Donc je dis quelque part, sans vouloir dire qu'il ne faut pas faire tout ce travail de pédagogie pour expliquer, mais je pense que c'est ce qu'on cherche. Aujourd'hui, on cherche la transparence, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas déjà ce qui est marqué dans les critères d'évaluation. Mais là, au moins, on aura un organisme extérieur accrédité qui viendra faire un rapport qui sera uniforme, quel que soit le statut d'entreprise. À ce stade, on ne sait pas si on pourra comparer les établissements. Ah ben le rapport sera unique et commun.
Donc vous aurez les mêmes critères et vous pourrez comparer. Le seul problème, c'est d'expliquer les critères, puisqu'en fait, il y en a 153 exactement. Et bien sûr, il ne faut pas diffuser les 153, peut-être que les 18 essentiels, mais qui soient compréhensibles par le public. Et ça va être ça la difficulté. Mais il faut aller vers cette transparence. On nous la réclame, on nous la demande, il faut le faire. Ensuite, sur le rapport en lui-même, c'est comme la loi. Il y a la loi et l'esprit de la loi. Quand je lis le rapport, moi, ce qui m'intéresse dans ce système d'évaluation, déjà, il est en 3 chapitres. L'individu, c'est-à-dire le résident, la famille, tout ce qui est associé, le collaborateur, et l'établissement et sa gouvernance. En gros, vous me dites si je me trompe, mais... Tout à fait ça. Ouais, je suis très bien lu. Vous pouvez présider la commission. Non, pas encore. En attendant, une fois qu'on a fait ça, ce qui m'intéresse dans cette façon de faire, et là aussi vous allez me dire si quand j'ai lu les 219 pages, j'ai bien compris, c'est qu'on passe d'un contrôle qui dit est-ce que l'acte a été fait, à un contrôle qui dit à la personne qui a reçu l'acte est-ce que vous avez compris l'acte qu'on vous a fait, et à la personne qui le donne, est-ce que vous avez compris pourquoi vous l'avez fait? C'est ça l'esprit de la loi, de ce que je dis de ce référentiel. Ça veut dire que pour nous, entreprises, le plus dur, ça va être de embarquer dans cette culture tous les collaborateurs. Mais tout ça, on l'a déjà. C'est le projet de vie individuel, c'est le projet d'établissement. Donc si tout ça est bien fait, on va pouvoir embarquer non plus sur je contrôle des faits, mais je donne du sens. Alors pour résumer, pour Domusvie, on dit c'est de passer du soin technique au savoir prendre soin. Et ça tombe bien, c'est une de nos 5 valeurs, le savoir prendre soin. Donc ce référentiel, pour nous, ça, il ne faut pas le prendre à la légère, il va être très difficile à mettre en place si on veut embarquer tout le monde, mais il ne faut pas louper le sens que donne ce référentiel. Mais ce qui ne veut pas dire que tout le monde ici ne le fait pas déjà. Mais là, on passe d'un contrôle pur à en donner du sens. Ça n'est plus un contrôle de conformité. Le problème n'est pas de savoir est-ce que j'ai fait le projet de vie de monsieur ou de madame Y, est-ce que formellement il existe dans le dossier, mais qu'est-ce qu'elle a pu, la personne, mettre dans son projet de vie et comment le professionnel a réussi à capter ce que la personne avait envie de mettre pour qu'il y soit. C'est ça toute la dimension différente. Voilà, c'est ce qui est l'essence de notre métier. Ça n'est pas un contrôle de conformité, c'est bien un contrôle d'amélioration continue de la qualité. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est une dynamique, c'est pas un arrêt image. Alors après, si je continue dans mon appréciation, mais c'est pas grave, ce qui me pose souci, moi, c'est que par exemple, aujourd'hui, on a tous nos enquêtes qualité. D'accord ? On fait nos enquêtes qualité, nous, elles sont anonymes, c'est plus de 10 000 concernant les familles témoignages par an, et quand on annonce nos résultats, en fait, les médias, c'est pas crédible, c'est notre organisme. On a beau dire il est anonyme. Ce qui m'ennuie là, ce que j'ai un peu peur, c'est qu'au passage, même si les organismes sont accrédités, comme c'est nous qui les payons, je ne suis pas sûr qu'à un moment donné, on ne paye pas. On ne va pas ressortir que c'est normal qu'on soit évalué d'une certaine ou certaine façon, puisque c'est nous qui payons. Oui. Et quand je dis ça, c'est pas une histoire d'argent. Hein. C'est pas grave si on les paye. C'est que tout ce travail pour en arriver peut-être à des médias qui disent ben, c'est normal, ceux qui payent les organismes, ça serait un peu dommage. Voilà. Et puis il y a quelques zones que j'aimerais qu'on éclaircisse dans les définitions des 129 pages. Mais Éric et Gazier, parlez-moi un peu de cet organisme indépendant de l'entreprise que vous allez mettre en place pour déclencher des enquêtes de la qualité inopinée. Ah, ça c'est autre chose. Effectivement, on bosse sur un projet initié d'ailleurs par notre fondateur, de créer un CVS. Alors ça ne sera pas un CVS, hein, ça sera un comité national des familles, d'accord, qui sera doté d'un budget, c'est-à-dire on envisage à 50 centimes par lit par jour ou 1 euro, donc c'est entre 4 millions et 8 millions d'euros par an l'année prochaine, et qui sera à même de faire des enquêtes inopinées, de suivre nos résultats qualité, de les analyser. En fait, ça sera pour moi, puisqu'il sera indépendant, le poil à gratter, mais côté famille. Mais comment sera-t-il composé ? Ben, là, on est en train d'y réfléchir. On va sûrement le composer de familles. Hein. On aura des comités familles régionales et un national. On va sûrement y faire rentrer certaines associations. Mais en fait, ça sera, depuis ce matin, on en parle. Ça sera de demander à ceux qui savent, les plus intéressés, il y aura forcément des résidents, qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'on fait mal ou qu'est-ce qu'on fait bien.
Donc on va créer ça l'année prochaine, parce qu'on pense que c'est quelque chose qui va nous faire progresser, forcément. Vous, Laurent Offray, le certificateur, quel regard vous avez sur tout ce que vous venez d'entendre? Toute démarche qui cherche à évaluer le progrès et à être une base pour travailler sur l'amélioration est la bienvenue. Donc j'ai pas de jugement à porter au-delà. Voilà, nous on a d'autres solutions qu'on propose, comme vous l'avez dit, qui sont des certifications et qui sont des démarches volontaires. On a plus de 1700 structures qui sont certifiées. C'est une autre voie d'évaluation et de progrès. Voilà. Éric Hegazier, je reviens un instant à vous parce qu'il y a une chose intéressante quand même dans votre parcours professionnel. C'est que vous n'avez pas toujours été dans le grand âge, vous avez été avant chez Darty. Oui, j'ai dirigé Darty, oui. Vous avez dirigé Darty et vous y étiez au moment de la naissance du contrat de confiance, oui, qui a marqué les esprits. Hein. C'est intéressant comment ça s'est passé à ce moment-là, puisqu'il était question de confiance entre le client et l'entreprise. Oui, alors effectivement, le contrat de confiance, c'était pas bien compliqué. Il y avait la moitié du COMEX qui était contre, parce qu'on allait nous demander des comptes, hein, ça nous était opposable, hein, puisque c'était sur les conditions générales de vente quand même. Et puis il y avait le COMEX, dont je faisais partie, qui était pour, parce qu'on s'est dit on va en prendre, passez-moi l'expression, plein la gueule, mais on va devenir les meilleurs. Et c'est ce qui s'est passé, parce qu'on l'a fait. Et effectivement, il y avait à l'intérieur, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait le remboursement de la différence. C'est moi qui signais les chèques le vendredi. Au début, j'ai signé des chèques toute la journée. À la fin, ça me prenait une demi-heure parce qu'on faisait des relevés prix dans tous les magasins, on s'alignait systématiquement, en automatique. Et notre chiffre d'affaires, il n'a pas doublé, mais presque. Bien, c'était en quelle année ça? Pardon? C'était en quelle année? C'était 98. J'aime bien le petit rire sur notre chiffre d'affaires à presque doublé. Didier Sapie, qu'est-ce que vous réclamez vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous attendez en priorité? J'attends déjà qu'on arrête la démagogie, ça c'est la première chose. On a bien compris. Qu'on arrête de mélanger les choses et de tout confondre, ça a été très bien expliqué ici. On n'est plus sur est-ce que le projet de vie de la personne existe, on est est-ce qu'on a bien pris en compte ses aspirations. Voilà, moi si on se projette tous sur ce qu'on demain on veut être des résidents, on va être des résidents en EHPAD, on avance en âge, on va être des résidents en EHPAD, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que ce référentiel, moi par rapport à mes attentes à moi, il va permettre d'améliorer les choses et que les établissements répondent mieux à mes attentes. Moi, c'est ça que je veux savoir, parce que j'avance en âge, donc je me rapproche. Donc c'est ça que je veux savoir. Moi, je veux savoir si demain, le projet de vie va me permettre de venir en EHPAD avec ma cave à vin. Parce que moi, je veux venir avec ma cave à vin. Florence, elle ne boit pas. Elle s'en fiche. Mais moi, je veux venir avec ma cave à vin. Donc c'est ça que doit permettre le référentiel. Et c'est ça que... vous n'allez pas publier ce résultat-là. Il ne veut rien dire ce résultat-là en termes de publication. Donc la publication, c'est effectivement de savoir qu'est-ce qu'on va extraire de ça, si on veut publier, qu'est-ce qu'on va extraire de ça en termes de transparence pour justement redonner confiance, le contrat de confiance. C'est un bel exemple. On est tous touchés, parce que moi je représente que des associatifs, mais il ne faut pas croire, hein, on en a pris plein la gueule pareil. On a été touchés de la même manière. C'est pas seulement Orpea ou seulement le privé, c'est tout le monde. On l'a vu dans l'enquête qui a été faite. Donc il faut restaurer cette confiance. Ça doit passer par plus de transparence, plus de communication, mais une communication honnête. Comme ça a été dit précédemment également. Cette communication-là, elle doit être honnête. Et elle doit être honnête aussi de la part de nos autorités. Si nos autorités n'ont pas une communication honnête sur le référentiel et l'utilisation qu'ils veulent en faire, alors là on va dans le mur. Bon, c'est drôle parce que tous les deux vous faisiez oui en même temps. Hein, donc vous abondez dans le sens de Didier Sapie. C'est un numéro qu'on a préparé à deux avec le Meupette. Éric, qu'est-ce que vous vouliez ajouter? Non, effectivement, je le disais tout à l'heure, il faut filtrer les indicateurs, parce que trop d'indicateurs, trop d'informations tue l'information. Il faut rester sur ce qui est essentiel. Et je trouve qu'aujourd'hui, les événements récents montrent qu'on a besoin de reconquérir la confiance, mais quand bien même, je pense qu'à la base, l'acte de mettre un parent en EHPAD, c'est déjà un acte très douloureux, très difficile pour une famille. Donc lui donner la liberté et les moyens de faire le bon choix, c'est pour eux une forme de réassurance qui ne sacrifie pas leurs parents.
Donc c'est un devoir pour nous d'avoir cette transparence. Après, il faut bien choisir les critères, bien sûr, tout ça, mais dans ce monde-là, si on veut parce que en fait, quand vous regardez bien, d'abord, les commentaires des chiffres qu'on a vus tout à l'heure, on voit bien que ceux qui connaissent les EHPAD ont une bonne perception des EHPAD. Nous, suite à tout ça, en tout cas, et je suis sûr que tout le monde ici, on a reçu plein de messages d'encouragement des familles, mais celles qui sont déjà en EHPAD. Mais quand je vous dis plein, c'est plein. Mais à un moment donné, si vous voulez, il y a ceux qui ne savent pas, le dévouement du personnel, tout ce qu'ils font toute la journée, tous les jours pour ça. Et c'est ça qu'il faut qu'on mette en transparence, en effet miroir, pour les rassurer dans leur démarche. Parce qu'aujourd'hui, je reste persuadé que certaines personnes retiennent la décision de rentrer en EHPAD, et vous avez les dents qui, à la fin, ils rentreront les deux parce qu'ils se seront épuisés. Et c'est ça le danger. Donc il faut vite qu'on bosse pour redorer notre blason. Mais en plus, notre vrai problème, c'est le faire savoir. Parce que tout ça, on le fait déjà. Parce qu'on a été accusé, vous l'avez dit, à tort. Avec des polémiques à n'en plus finir. Donc il faut maintenant qu'on passe dans une ère du faire savoir. Et la transparence est faite pour ça. Christian, le mot de la fin ? Je ne sais pas si c'est le mot de la fin, mais en tout cas, c'est sûr qu'il faut éviter l'effet Balzen, Monsieur Plus, 150 indicateurs. Il faut choisir des indicateurs significatifs et signifiants, c'est-à-dire replacer dans un contexte et doter chacun d'une comparabilité élevée. Sinon, on n'aura pas éclairé l'opinion. Et dans un challenge qui est quand même celui de la confiance, elle part très vite et elle revient à petits pas. Il faut que les petits pas qu'on fait soient des petits pas assurés, bétonnée, parce que sinon elle ne reviendra pas. Donc chaque petit pas est à faire, mais de manière assurée et certaine, et pas des tocades où il faut être déterminé sur le chemin de reconquête de la confiance, mais avec un balisage qui soit sérieux. Très bien, merci à vous. Balzen, Monsieur Plus, le contrat de confiance d'Arty, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Hein. Bien, merci messieurs, je vous laisse regagner la salle.